Il y a donc une logique de la représentation à laquelle on va attacher une grande importance dans ces propos. Il y a une logique de la représentation où il y a une façon que la représentation a de mettre en échec les nécessités de la logique, de la pensée, du rapport à soi. La représentation semble, comme ça, de premier abord, une bonne affaire. Et je pense que l'être humain, l'être parlant, l'être pensant n'a pas grand-chose à y gagner, n'a pas grand-chose à retirer comme bénéfice des us et coutumes de la représentation dans lesquels on est très largement baigné. Alors, dans le schéma de base ici, dans tout cet exposé, j'ai explicité probablement à plusieurs reprises que les espaces de la représentation sont véritablement les espaces qui sont à situer ici sur l'axe des névroses. C'est pas par hasard d'ailleurs, il va de soi que la psychologie névrotique, cette espèce de passif majeur de l'individu moderne, psychologique, sent, si j'ose dire, à plein nez la représentation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait correspondre ces névroses de la pensée, de la tradition et du langage psychiatrique moderne, entre guillemets, avec les régimes parlementaires, que, en toute bonne logique, pour le coup, on appelle les régimes représentatifs. Ça peut faire penser cette affaire à effectivement ce que Freud a appelé la question des représentations libres et des représentations liées. On imagine bien combien ces représentations du monde parlementaire, du monde de la famille, de la névrose, de l'Oedipe, de papa-maman, est axé sur le système de la représentation. Taxé à écrire comme on voudra. On imagine aussi bien la façon dont, dans les psychoses, et la manière dont Freud a pu les commenter, ces psychoses, ce n'est pas de représentation qu'il s'agit, mais d'expression libre. Les affects ne sont plus liés à des représentations, ils sont eux-mêmes représentés de manière relativement brutale, mais aussi spontanée, sincère. Le régime donc global, les régimes de la représentation, n'étant pas par définition compatibles avec la plus grande sincérité, si l'on peut dire. Alors, je cite ici la remarque très pertinente que me semble faire Étienne Chouard dans un entretien avec Natacha Polony sur le net, qui est facile à trouver, où il oppose une représentation qu'il appelle tutélaire à celle qu'on pourrait appeler la représentation du serviteur. Il dit aussi du courtier. On va conserver le terme de serviteur, lui il est plus versé vers l'économie. Je pense que le grand intérêt de cette opposition que fait Chouard et qui est rarement faite d'une représentation versant tutoral et versant serviteur nous renvoie très très bien à cette dialectique de la philosophie du sujet et donc à cette dialectique du maître et de l'esclave. Ça me paraît très fondamental. Il y a dans la représentation quelque chose qu'il nous
aliènes, de la même manière qu'il y a quelque chose qui nous émancipe, mais c'est une émancipation dont on a, à mon sens, tout intérêt à se méfier. Au fond, on s'aperçoit dès lors qu'on rentre dans ce concept que c'est un gros montage, que c'est un gros truc, c'est sûr, et qu'il emporte une amphibologie, et là je tiens au terme, une amphibologie, j'ai écrit consubstantielle au concept de sujet, et donc au concept d'objet, bien entendu, et je crois qu'il y a là effectivement la question du génitif, la question par laquelle, dans la langue, on traite du rapport grammatical du génitif à un objet ou à un sujet. La qualité de sujet, les qualités du sujet sont en grande partie contenues dans les qualités que le sujet perçoit, adresse aux choses du monde. De la même manière, l'objet d'un concept est toujours objet de représentation. L'objet ne peut être objet que de représentation, le sujet ne peut être sujet que de représentation. L'un comme l'autre, au fond, l'une comme l'autre, ces catégories de la pensée kantienne ou pré-kantienne, non kantienne, parce que sujet, ça n'intéresse pas grand monde avant Kant, et même Kant utilise le terme, mais d'une manière encore un peu archaïque. L'opposition objet-sujet et le fait de l'aliénation de l'être parlant dans les raies de la représentation, dans les filets de la représentation. Voilà, je l'oppose donc, cette représentation, à l'expression, et surtout, j'indique combien il m'apparaît, et combien le schéma que j'essaye de mettre en exergue, le schéma global, le schéma de base de cette espèce de logique primordiale qui nous est donnée d'avoir à utiliser, un peu quelles que soient nos conditions culturelles de connaissance, cette représentation est incompatible avec les nécessités basales de l'expression démocratique. On ne peut pas exprimer une opinion au travers des représentants. Ça, c'est une conclusion que j'essaye d'élaborer à partir du fait politique. C'est assez simple à penser, c'est le discours politique qu'on peut avoir quotidiennement avec les uns et les autres, et qui est assez simple à penser aussi dans le domaine du psychologique. Ce qui est un peu moins facile à penser, c'est la liaison. C'est la liaison, la façon dont la représentation politique est conditionnée par la représentation psychologique et vice-versa. Et c'est un petit peu, bien entendu, la motivation de l'élaboration, de toute l'élaboration que je propose ici. Merci.